Donc, un petit rafraîchissement de mémoire. Documenter donc la loi d'Ohm, la loi de Watt, la loi des mailles, la loi des nœuds, le diviseur de tension, le théorème de superposition, le théorème de Norton. Vous avez 5 minutes à regarder ça. Ensuite, on va faire le tour.
Romain Mode. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer le théorème de superposition? Pour le théorème de superposition, non. T'as pas eu le temps de regarder? J'ai demandé, ça fait Non, j'ai eu le temps. C'est juste que celui-ci, j'ai du mal. Théorème de superposition. Est-ce que tu peux le regarder ou... Bah, Le faudra cours. juste que je le... Ouvre le cours 9, théorème de superposition. Ouais. Ok. Ah, explique-moi à partir du cours, c'est quoi? En relation donc avec les sources. Mhm. Il faut supprimer les sources. Supprimer les sources. Pardon, les sources de tension. Ok. Lorsqu'on supprime les sources de tension, qu'est-ce qui reste? Le courant. Le courant. Ok. Et on cherche quoi? Simplifier un circuit. Simplifier le circuit. Comment on va le simplifier? En supprimant les sources de tension. Ouais, mais on supprime. Comment on supprime? Dis-moi la méthode. Elle est devant toi? Est-ce que vous parlez du I1 est égal à E sur R fois P? Ben, j'essaie d'apprendre aujourd'hui. Hein, je connais rien. C'est à vous de me le dire. Vito-san. Ouais. Le théorème de superposition. Ok, Tu ben peux dans me le fond, l'expliquer? de ce que j'ai appris, le théorème, genre, c'est pour analyser un circuit qui a plusieurs sources. Dans le fond, s'il y a plusieurs sources, puis mettons, on veut calculer une résistance, genre, là, dans le fond, on doit court-circuiter une des sources. Et à partir de ça, ben là, on calculait comme si c'était, genre, avec la loi d'Ohm, la loi de Watt et tout ça, genre. Puis là, on trouve la résistance, pardon, le courant. On fait la même affaire avec l'autre. On trouve le courant, la résistance qu'on veut, genre. Après, ben là, on regarde le sens des sources et tout, puis là, on pourra déterminer si les courants s'additionnent ou se soustraient. Et à partir de ça, ben, on peut trouver, dans le fond, le courant que fournit, genre, le courant global. Est-ce que vous voulez d'autres précisions, monsieur? Non. Est-ce que c'est tout ce que tu as à dire? Ben, il y a aussi pour la tension, on peut aussi trouver la tension de la résistance là, ou du composant. Genre, c'est juste, on détermine d'abord quelle source a la plus grande tension. Là, on regarde si les deux sources, c'est dans le même sens ou dans le sens opposé, puis là, on additionne ou soustrait la tension. Genre, on détermine celui qui a la plus grosse tension, puis on sait que c'est dans ce sens-là que ben, ça va circuler et tout, genre. Puis là, on regarde si, dans le fond, la résistance en tant que telle, elle est dans la même, elle a le même sens que cette tension de genre. Puis là, à partir de ça, on peut savoir si la tension sera négative ou positive, et ainsi de suite. Genre, on fait les mêmes calculs, genre, on trouve avec la loi d'Ohm, et ainsi de suite. Puis après, on va voir si, dans quel, genre, ce qui sera négatif ou positif, ou ainsi de suite. Ok. Donc, un théorème de superposition permet d'analyser un circuit
à plusieurs sources de tension ou de courant. Est-ce que vous voyez mon tableau? Oui, monsieur. Donc j'ai V1, j'ai V2 et j'ai la résistance de charge RL. Donc j'ai R1, R2. Donc si je veux connaître le courant qui traverse ma charge, parce que c'est ça qui m'intéresse, donc si je veux connaître le courant I qui va traverser cette charge-là, avec plusieurs sources de tension ou bien sources de courant, la méthode de superposition dit que on va éliminer les sources de tension, donc on va les court-circuiter et on va faire un circuit ouvert pour les sources de courant. Et on laisse juste une seule, c'est-à-dire superposer, on va mettre une par une. Donc le V1, il va me délivrer un courant I1. Donc je vais faire un court-circuit ici à cette source de tension. Donc c'est comme elle n'existe pas. Je vais calculer le courant I1 qui va traverser R1, RL plutôt. Ensuite, je vais faire l'inverse. Donc il y a un courant I2 fourni par le V2. Donc je vais éliminer cette source. Donc je vais mettre un court-circuit ici. Et je remplace celle-là. Donc je vais remettre la tension V2 en place. Et je vais calculer le courant qui va traverser le RL et le courant I, c'est-à-dire fourni par tous les sources de tension ou les sources de courant, égale à la somme des courants I. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Monsieur. Donc ici, c'est par exemple, j'ai une source de courant au lieu d'une source de tension. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre un circuit ouvert. Je vais calculer le courant qui va circuler ici. Donc c'est juste le courant I1 parce que ici c'est un circuit ouvert. Ensuite, je vais remettre la source de courant et je vais faire un court-circuit ici, comme ça. Et je vais calculer le courant qui va traverser ma charge à travers le courant. Donc ici, on va avoir un diviseur de courant. Donc on a un nœud. Donc le I2, il va se diviser en RL et en I1 ou IR1. Et la somme des courants égale le courant qui va traverser ma charge. Donc ça, c'est le théorème de superposition. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Monsieur, est-ce qu'il y en a des exceptions que cette méthode ne peut pas fonctionner? Le théorème? Non. À ma connaissance, non. Donc, lorsqu'il y a plusieurs sources de courant et tu veux analyser le courant qui traverse la charge, cette méthode-là, tu peux l'appliquer. Tu peux appliquer d'autres méthodes, mais celle-là, elle est applicable, il n'y a pas de restriction. Ok. Franklin, Pérez, Oui. le théorème de Thévenin.
Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Thévenin? C'est presque la même chose que lui, mais c'est juste pour calculer le voltage, puis c'est quoi d'autre? Oh, j'ai oublié, mais d'abord on retire les résistances. Ouais. La résistance des charges. On met un fil qu'on appelle le FEM. On retire les sources de courant. On détermine la résistance équivalente. OK. On détermine la tension. Puis c'est ça. Mais comme là, je sais pas comment l'expliquer là, mais avec un exemple, ce serait plus facile. OK. Xavier, merci. Oui, monsieur. Oui, Est-ce monsieur. que tu peux m'expliquer le théorème de Thévenin? Pourquoi on utilise premièrement le théorème de Thévenin? Le théorème de Thévenin, c'est pas pour genre mesurer les sources, là. C'est genre. C'est pour genre. Le théorème de Thévenin, c'est que tout circuit linéaire peut se modéliser par une source de tension avec une série en série avec une résistance. On peut faire genre. Le théorème de Thévenin, c'est qu'on peut enlever les. Attends. C'est que. Il y a des sources de courant. Et le courant, ben, c'est orienté en conversion de générateur. En conversion de récepteur, c'est que le courant, c'est orienté en sens inverse. T'as terminé? Attends. On peut genre. Dans le théorème de Thévenin, c'est que tu peux genre. C'est que tu peux enlever la charge pour genre trouver la résistance genre totale. OK. On peut genre. On peut genre. Il y a quelques étapes pour genre mesurer ça. Il y a genre on retire la résistance de charge. Après on court-circuite les faibles. On retire les sources de courant. Puis on détermine les résistances des valeurs dans le circuit même. OK. Après, on remplace les générateurs et on détermine la tension de la charge déconnectée. OK. Presque ça. Merci. Si j'aime. Oui, monsieur. Est-ce que tu peux me réexpliquer le théorème de Thévenin? Vous voulez savoir comment on le fait? Oui. Pourquoi on l'utilise d'abord? C'est pour trouver la résistance. C'est pour trouver le courant. OK. OK, mais d'abord, il faut débrancher la charge et mesurer la tension entre les deux bornes. Après, il faut calculer la résistance équivalente de Thévenin. Il faut débrancher la charge, remplacer la source de tension par une court-circuit et mesurer la résistance entre les deux bornes. Après, il faut, en remplaçant le circuit original par son équivalent de Thévenin, on peut trouver le courant de charge.
Et That's it? ouais, je pense. Ok. Donc, le théorème de Thévenin, il permet de simplifier les circuits complexes en une seule source, donc un circuit complexe formé de plusieurs sources de tension et de courant. Donc j'ai plusieurs sources de courant et de tension. Celui-là, il est simple, mais dans un certain cas, il est plus complexe. Ensuite, ce circuit-là, il alimente une charge, donc une résistance de charge, RL. Donc le théorème de Thévenin, il permet de simplifier ce circuit-là et il va le rendre sous forme d'équivalence de Thévenin, c'est-à-dire ces sources de tension et de courant, ils vont devenir une seule source de tension et toute la résistance équivalente, elle devient une seule résistance qu'on appelle R Thévenin et ça c'est V Thévenin. Et la charge, elle vient s'accrocher ici. Donc, tout ce circuit-là, il va devenir sous cette forme-là, donc une seule source de tension en série avec une seule résistance équivalente du circuit. Donc, le théorème de superposition, il ne permet pas de simplifier le circuit, il permet de déterminer le courant qui circule dans la charge. J'ai un circuit donc, qui va alimenter une résistance par plusieurs courants. Donc, si je calcule le courant qui passe dans la charge, j'ai la valeur de la résistance, je peux connaître la puissance consommée par cette charge-là. La puissance à quoi est égale Hamza? C'est égal à I fois U. Dans la résistance? Oui. Dans la résistance, c'est une autre formule? Est égal à I au carré divisé par R. T'es sûr? R divisé par I au carré. Égal à R I au carré. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la loi de Watt. Dans une résistance, la loi de Watt dit que la puissance est égale à la multiplication de la tension fois le courant. L'écriture, est-ce qu'elle est inversée sur mon tableau? Non, c'est bon, correct. monsieur. C'est correct? Et la loi d'Ohm, Mathieu, c'est à quoi est égal? V est égal à R fois I. Donc U est égal R fois I. Donc en combinaison la loi de Watt et la loi d'Ohm, je peux
trouver c'est-à-dire la loi de Watt sous une autre forme, donc en fonction de la résistance et du courant. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de remplacer le U dans la première équation. Donc la loi d'Ohm, en remplaçant la loi d'Ohm, la valeur de U dans la loi de Watt, et la puissance égale à R fois I fois I. Donc RI au carré. Donc si je connais la puissance, donc ça c'est la puissance qui est affichée sur votre équipement, les équipements que vous utilisez, téléviseurs, tous les équipements, on a la puissance qui consomme. Et cette puissance-là, elle dépend du courant qu'on consomme. Donc c'est pour ça que le théorème de superposition, il nous permet de calculer ce courant-là qui est consommé par la charge. Cette charge-là, elle peut être une résistance, elle peut être une machine, est-ce qu'il peut être un cellulaire, etc. Et si je connais le courant, je peux appliquer la loi de Watt, je peux déduire la puissance qui va être consommée. Monsieur? Oui. Pour la loi, le théorème de superposition, il faut regrouper les résistances entre elles, parce qu'il y en a qui seront insérées en parallèle. Comment vous les regroupez? Par exemple, pour Thévenin, pour regrouper toutes les résistances, pour en faire une résistance Thévenin, il y en a qui sont en parallèle et d'autres en résistance. Comment vous faites pour les alliances entre elles? Ok. J'arrive. Donc ça c'est pour le théorème de superposition. Donc on revient là-dessus pour qu'on puisse comprendre son utilité et quand est-ce qu'on va l'appliquer. Donc on l'applique pour connaître le courant dans la charge la charge elle est alimentée par plusieurs sources de courant et sources de tension. Par contre, le théorème de Thévenin ou de Norton, c'est pour simplifier le circuit. Donc ce circuit complexe, il va devenir simple comme ça. Et pour qu'il devienne comme ça, on a une procédure à respecter pour qu'on puisse déterminer V Thévenin et R Thévenin. Donc on commence par déterminer R Thévenin. Et pour déterminer R Thévenin, qu'est-ce qu'on fait? Il faut retrouver la résistance équivalente. Oui, pour résistance équivalente, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une procédure à faire. Zachary? Vous pouvez répéter, monsieur? On veut calculer R Thévenin. Comment on doit procéder? Premièrement, on regarde pour savoir si elles sont en série, si ils circulent sur le même courant. Et si elles sont en parallèle, c'est s'ils ont les mêmes nœuds. Ok. Mohsen? Oui. Mohsen? Oui. Comment calculer R Thévenin? On vous entend pas. Oui, vous m'entendez? Oui. Mais il faut d'abord enlever les tensions. Pour après ça, calculer les résistances. Tu fais, je pense, R équivalente égale à R1 fois R2 divisé par... Non, R1 plus R2 divisé par R1 fois... Non, c'est ça. R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Ça, c'est quand c'est... Ils sont en parallèle? Ouais. Ça fait une différence de tension, je pense, quelque chose du genre. Et quand on a la résistance équivalente, on peut trouver le courant qui passe dans une des résistances demandées. Ça va faire...
Je pense que vous venez de le dire, c'est W fois R fois I. La puissance fois R fois I est égale à R fois I. J'ai oublié un peu la fin, comment on l'a fait, mais... Ok. Shaheen, est-ce que tu peux me dire comment calculer la résistance équivalente ou bien RT de ce circuit sur le tableau? Bah, en attendant que tu réfléchis, Bilal. Monsieur. Comment calculer la résistance équivalente ici? On doit dessiner tous les résistants. Non, excusez-moi. On additionne tout ce qui est en série ensemble. Toutes les résistances en série, on les additionne ensemble. Et les résistances en parallèle, ça, je me rappelle pas de comment on calcule les résistances en parallèle. Vincent. Ouais. Comment calculer la résistance équivalente? Ben, ça a déjà été mentionné plus tôt. En gros, moi, je déciderais comme déjà choisir ceux-là qui sont en nœud, puis ensuite comme calculer lesquels qui sont en résistance et en parallèle. Ensuite, je fais la résistance équivalente, j'additionne tout. Ok.
On va faire un petit sondage. J'ai mis un lien dans le chat. Alors, répondre au sondage, oui ou non. Est-ce que vous avez révisé le cours depuis la dernière fois? Monsieur, comment on se connecte dans le site? Comment on se connecte dans le site? Vous tapez directement le lien. Ouais, mais ça nous dit ça demande comme un code d'événement. Ah, ok. Monsieur, je peux essayer avec ce circuit? Je peux essayer? Donne-moi juste un instant. Il demande un mot de passe? Ouais, ça demandait comme un code pour l'événement, je sais pas. C'est ça que ça disait. Ah, j'ai pas mis de mot de passe. Je pense que je viens d'envoyer le bon lien. Je sais pas si ça va marcher. Essaye. Ça marche, c'est bon. Ça marche? Ouais, Mohsen l'a envoyé. Ok, vas-y. Il manque 6. Deux. Le dernier.
Qui n'a pas fait le... Ok, tout le monde. Donc à peu près 50%. 50% qui ont vu le cours, 50% qui n'ont pas vu. C'est juste pour vous rappeler, donc le cours il se donne, c'est-à-dire une partie théorique et une partie pratique. Et vous avez du travail à faire à la maison, donc du travail supplémentaire qui va vous permettre d'assimiler la matière, de faire les exercices, etc., de préparer les questions sur les choses que vous n'avez pas compris, etc. Donc, la responsabilité d'apprendre, c'est la vôtre. Donc, on est là pour vous guider, pour vous faciliter les choses, pour vous éclaircir les choses. Maintenant, vous êtes, la plupart d'entre vous, des adultes, donc vous êtes responsable sur vos apprentissages. Donc, ce que je constate, c'est que vous n'avez pas vu le cours. Vous n'êtes pas en train de réviser vos cours. Vous n'êtes pas en train de faire vos exercices. Et vous attendez que le prof vienne vous ouvrir le cerveau et vous mettre l'information à l'intérieur et ensuite vous allez l'utiliser directement sans faire d'effort. Par contre, vous allez passer des dizaines d'heures en train de chatter sur Facebook ou je ne sais pas quoi, ou Twitter ou je ne sais pas, ou bien naviguer ou écouter de la musique, etc. Donc, c'est l'âge de faire c'est-à-dire votre avenir. Donc, vous êtes en train de faire une formation pour l'avenir. Et c'est à ce moment-là que vous allez construire votre avenir. Donc, vous pouvez passer avec une tricher ou bien par coup de chance, vous allez passer et vous allez réussir, c'est-à-dire votre diplôme. Mais vous allez ramener avec vous les lacunes que vous allez c'est-à-dire les cumuler pendant votre formation. Et ces lacunes-là vont vous, dans certains cas, vont, c'est-à-dire un handicap, il va être un handicap pour vous lorsque vous allez sur le marché du travail. Ils vont vous détecter certainement à un certain moment vos faiblesses et peut-être vous serez renvoyé pour une erreur professionnelle que vous allez commettre. Quand vous pouvez même c'est-à-dire résister dans votre travail, mais vous allez, après 10 ans, après 5 ans ou 15 ans, vous allez revenir aux notions de base que vous avez ratées à cet âge-là. Donc, vous allez faire une formation continue jusqu'à la fin de votre carrière. Donc, c'est le moment de faire, je ne suis pas là pour vous faire une leçon de morale, mais j'aimerais bien que vous sortez de ce cours-là avec un bon bagage et ne faites pas l'erreur que pas mal de gens le font. Donc, je suis passé par là, j'ai fait une carrière, je sais qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc, les gens qui ont choisi l'électricité, l'électrotechnique ou bien le génie électrique, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la médecine, c'est pas la comptabilité, c'est pas la science humaine. C'est des mathématiques, c'est des principes, c'est des concepts qu'il faut assimiler. Pas mal d'entre vous, c'est la première fois peut-être qu'ils ont ces notions-là. Donc, il vous faut du travail pour que votre cerveau puisse digérer cette matière-là et comprendre le concept. Une fois que les choses sont maîtrisées, après, ça sera facile pour vous. Pour la suite, ça sera facile. Vous êtes en début de carrière, en début de formation. Les cours de base, ils vont vous servir de simplifier la vie pour la suite des cours. Et tous les cours, si vous les assimilez, ça va vous faciliter la vie dans la vie professionnelle.
ou bien si vous voulez continuer l'université ou vous faites ce que vous voulez, vous serez à l'aise dans votre formation, soit universitaire ou bien dans votre emploi. Maintenant, si vous voulez, à chaque fois, vous revenez en arrière, au lieu d'avancer, vous revenez en arrière pour revoir les notions de base, c'est à vous de voir. Ok, donc on continue pour ne pas perdre beaucoup de temps. Le théorème de Thévenin, on a dit qu'il permet de simplifier les circuits. Donc pour analyser un circuit, dans certains cas, on a besoin de le simplifier pour qu'on puisse l'analyser ou bien le dimensionner, etc. Donc le théorème de Thévenin, il dit on peut rendre ce circuit sous forme d'une tension en série avec une résistance. Et pour calculer la résistance de Thévenin, le théorème de Thévenin dit que il faut recalculer la résistance équivalente de ce circuit. On enlève la charge. Donc on déconnecte la charge du circuit. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un court-circuit pour toutes les sources de tension. Donc les sources de tension ou les forces électromotrices, on va faire un court-circuit. Et pour les circuits, les sources de courant, on va faire un circuit ouvert. Et le circuit qu'on va avoir, on va calculer la résistance équivalente. En appliquant c'est-à-dire les circuits, les résistances, on va calculer la résistance équivalente des résistances qui sont en parallèle, qui sont en série, ainsi de suite. Donc les techniques qu'on a vues. Donc c'est ça, par exemple, pour ce circuit-là, on voit que cette résistance-là, puisqu'elle est en circuit ouvert, c'est comme elle n'existe pas. Il n'y a aucun courant qui circule, donc c'est comme elle n'existe pas. Ensuite, on a ces deux-là qui sont en parallèle, donc c'est j'ai R1 et R2, donc je peux calculer la résistance équivalente ici, R1 fois R2 sur R1 plus R2. Ensuite, on voit ici, lorsque je déconnecte ici la charge, je vois que, par exemple, R3 et R4, ils sont en série. Et pour connaître les courants qui sont, plutôt les résistances qui sont en série, on a le principe qu'ils sont parcourus par le même courant. C'est-à-dire, lorsque ce courant-là passe par R3, il doit passer par R4. Donc, il n'y a pas un nœud qui lui permette de se diviser. Donc, il passe par R3 et il passe par R4 sans qu'il subisse de division. Et dans ce cas-là, la résistance équivalente ici est égale à R3 plus R4. Et on a dit que les résistances sont parallèles. On peut les connaître par... Ils partagent les mêmes nœuds. Donc les deux bouts de résistance, ils partagent le même nœud. À partir de là, donc j'ai fait cette résistance ici qui devient une seule résistance. Donc ici, elle devient une seule résistance. Et ici, elle devient une seule résistance. Donc R1 prime et R2 prime par exemple. Et on voit ici qu'ils sont en parallèle parce qu'ils partagent le même nœud. Donc R qui équivalent est égal à R prime 1 R2 prime sur R1 prime plus R2 prime. Mais comment ça qu'ils sont en parallèle? Parce qu'ils sont reliés. Il n'y a pas de
le courant ne peut pas se séparer. Oui, ici, on a vu la référence parce que, j'ai effacé le circuit, donc c'est comme par exemple le plus et le moins. Donc, on garde toujours le nœud là où ils sont connectés, donc sans parler du courant. Donc ici, on parle de nœuds. Ils ont le même nœud. Donc ici, ils sont connectés à ce nœud-là et en bas, ils sont connectés à l'autre bout. Donc, ils sont en parallèle. Ok. Monsieur? Oui. Vous voyez, au début, là, il y avait R2, puis il y avait un truc à côté de lui. Juste en bas, là. Il y avait R2, puis il y avait un autre truc, vous avez dit qu'ils étaient en série. Oui. Ça, j'ai pas compris. Genre, ils sont pas en parallèle non plus, parce qu'il y a un nœud qui les... Genre, le courant, il se divise pas, genre, en haut. Je sais pas le circuit, comment il était. Et vous voyez le cercle. J'aurais dû poser la question tout à l'heure. Ouais, puis il y avait une résistance comme ça. Ouais, comme ça. Ici, c'est un circuit ouvert, donc il n'y a pas de circulation de courant. Le courant, il va passer ici et il va passer comme ça. Donc, puisqu'ils sont, c'est le même courant qui passe dans les deux résistances, donc ils sont en série. Il n'y a pas de circulation de courant ici ou bien ici. Mais vous voyez le haut de genre, la partie que vous n'avez pas dessinée, juste en haut, ça, on s'en fout, genre. Comme on l'oublie, la ligne en haut. Pour reconstituer le... Non, genre, il y a une ligne en haut, genre, il y avait une ligne en haut, le nœud en haut. Ici? Ouais, ça, on l'oublie? On ne l'oublie pas, mais nous, on va raisonner ici juste avec un courant. Ok. Le circuit, il était comme ça. Comme ça. Et on avait une résistance ici. On a dit que ça, c'est circuit ouvert, donc on l'oublie parce qu'elle n'est pas parcourue par aucun courant. Donc ici, non, il y avait une résistance ici. Donc on a calculé les deux résistances. Ensuite, on a dit que ici, entre ces deux résistances-là, comme ici c'est un circuit ouvert, on a déconnecté la charge et il y a le courant qui va passer comme ça. Donc il va passer ici, il ne va pas revenir dans ce sens-là parce que c'est un circuit ouvert, donc il va traverser cette résistance-là. Et dans ce cas-là, ces deux-là, ils sont en série. Donc, le théorème de Thevenin, il nous permet de calculer la résistance équivalente de cette manière. Donc on déconnecte la charge, on court-circuite les sources de tension, on fait un circuit ouvert pour les sources de courant. Et à partir de là, on applique les techniques série parallèle pour permettre de calculer la résistance équivalente. Maintenant, on a calculé la résistance équivalente, il nous reste de calculer V Thevenin, donc la tension de Thevenin équivalente. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On remet les sources de tension et de courant, donc on reconstitue le circuit. Je ne me rappelle pas comment il était, mais on va faire juste un exemple. Donc, source de courant, ensuite on avait une résistance ici, une entrée ici. Ensuite, on a la charge. Donc, la charge elle est toujours déconnectée. On va calculer la tension V Thevenin vue par la charge. Donc, c'est au bord de cette résistance-là. Il y a une source de tension ici. Il y avait une source de tension. Bon, juste... Donc, la V Thevenin, c'est la tension vue par la charge et elle est équivalente à cette tension-là. Donc, si je connais le courant qui circule dans cette résistance-là, j'ai la tension ici, donc je peux calculer la tension V Thevenin
qui est égal à cette tension-là, V plus ici RI. Donc le courant qui passe dans cette résistance-là. Et dans ce cas-là, je peux calculer plutôt V Thévenin. Je peux, si par exemple cette possibilité elle est très compliquée, je peux la calculer ici. Je peux la calculer ici. Je peux la calculer ici. Parce qu'ici, c'est la même tension. Et c'est la même tension qui va être vue par la charge. L'essentiel, vous prenez du maximum au maximum. Est-ce que une petite rectification. Elle n'est pas égale. Parce qu'on a une résistance ici. Si on n'avait pas cette résistance-là, toutes les tensions ils sont égaux. Cette résistance-là, il faut se le calculer. Donc, V Thévenin est égal à la tension au borne d'ici et elle est égale ici. Donc, il faut prendre la tension au borne de cette résistance-là, plus cette résistance-là, plus la source de courant. Donc, ça, c'est un cas exceptionnel lorsqu'on a une résistance ici sur le mois, mais ça peut y arriver. Donc, il faut faire attention. C'est la tension vue par la charge, c'est juste aux bornes de la charge. Jason. Est-ce que tu peux me dire la loi de Kirchhoff? Ouais, on t'entend. La loi de Kirchhoff, est-ce que vous la connaissez? Ok. Essayez de faire un effort. Non. Ok. Vincent? Hébert? Ça me dit rien du mal. Attendez, je cherche. La loi de Kirchhoff, non? Ça te dit rien? Absolument pas. Ok. Abraham? Ben, la loi de Kirchhoff, il y a deux parties. Il y a la loi des mailles et la loi des nœuds. Très bien. C'est quoi la loi des mailles? C'est la somme des tensions. Ouais, la somme de tension dans? Ouais, la somme des tensions d'une maille. Mhm. Et la somme des tensions est égale à 0. Ok. Et la loi des nœuds? Et la loi des nœuds, c'est la somme des courants. Et la somme des courants est égale à 0 aussi. Ok, très bien. Monsieur? Ouais. Parce qu'au secondaire, nous, on avait vu que U source est égal, genre, mettons, si c'est pour un circuit en série, U source égale genre U1 plus U2 plus U3, est-ce que ça aussi c'est correct? Au lieu de U, genre la somme des tensions est égale à 0. Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que secondaire, mettons, on avait vu que, genre, pour nous, la loi des mailles ou la loi des boucles, c'était genre U source est égal à U1 plus U2 plus U3 puis ainsi de suite, genre. Ça, c'est qu'on était en série. C'est correct. Et maintenant, si on était en parallèle, au lieu que la somme des courants est égale à 0, c'était genre I source est égal à I1 plus I2 puis ainsi de suite, genre. Est-ce que c'est valable? Oui, elle est valable, elle est correcte. Donc, c'est vrai que dans l'examen, on utilise cette formule plutôt que la somme des... C'est la même chose. Pardon? C'est la même chose. Ok, parfait. Merci.
Donc ici, on a combien de mailles ici? Deux. 3 mailles. Et petit Sam? Je pense 3, mais je suis pas sûr. Samuel? 3, monsieur. Combien? J'ai dit 3. Ok. Donc ici, on a 3 mailles. Donc la première, donc on va choisir le sens des tensions arbitraires. Le deuxième et la troisième. Donc 1, 2 et 3. Donc dans une maille, d'après Kirchhoff, on a la somme des tensions égale à 0. On va revenir à ce qu'il a dit votre collègue. Donc cette tension, cette source de tension, elle va délivrer un courant qui va circuler ici, dans cette maille-là, et qu'on va l'appeler I1. Donc il y a une circulation de courant I1 dans cette maille-là. Et lorsque le courant circule comme ça, là, il y a une tension qui va se créer dans ce sens-là. Donc V1. Donc ici R1. Et ici c'est R2. Le même courant qui va passer ici, il va donner naissance à une tension V2 ici. Ici je vais appeler la source de tension U. Donc U, d'après le Kirchhoff, je prends le sens positif comme ça, donc dans ce sens-là. Le sens positif dans ce sens. Le sens ici, il est dans le même sens. La source de tension, elle est dans le même sens. Donc, elle va avoir un plus. Ensuite, on a la tension ici, elle est contre le sens qu'on a choisi. Donc, on va mettre un moins V1. On vient ici, on est contre cette tension-là. Donc, on a moins V2 égale à 0. C'est ça qu'est-ce qu'elle veut dire, la somme des tensions VI égale à 0. La somme, ça veut dire qu'on respecte le signe algébrique, c'est-à-dire ici dans le plus ou le moins dans le sens qu'on a choisi arbitrairement. Et on va trouver la même chose, donc soit on choisit comme ça ou dans l'autre sens, on va se retrouver avec la même équation. Maintenant, pour revenir à ce qu'il a dit votre collègue, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est la tension d'alimentation. Et ici, on a des moins. Donc, je peux ramener ces termes-là de l'autre côté et je vais avoir U égale à V1 plus V2. Donc la source de tension égale à la somme des autres tensions. Donc c'est la même chose. Et on fait de la même manière pour l'autre. Et si on a besoin de troisième, on fait aussi le troisième. Tout dépend de ce qu'on veut calculer. Donc, si on a besoin de 2 équations, 3 équations ou une équation, peut-être qu'elle suffit de faire c'est-à-dire le calcul qu'on veut, etc. Donc, ça, c'est la première. Ouais. Est-ce que le U du début, il est positif? Le quoi? Le U du début. Ouais, il est positif. Okay. Il est comme ça. Et quand l'inverse devient négatif, ou il reste toujours positif? Parce que on inverse quoi? Toute l'équation. Si on inverse ça? Ouais. Si on inverse, ça devient négatif. Okay.
Donc ça c'est la loi d'Émaille, donc c'est la première règle de Kirchhoff. La deuxième c'est la somme des courants dans un nœud égale à 0. Donc ici c'est on prend ce nœud là. Donc j'ai le nœud ici. Un nœud c'est la connexion de plusieurs résistances dans un point. Et si j'ai ce courant I délivré par la source, il va être divisé ici en un courant qui s'appelle I3 par exemple, qui traverse R3 et un autre courant I2 qui va traverser R2. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Norton? Théorème de Norton, de Kirchhoff, de la loi des nœuds. Donc, la somme des courants ici, de la même manière, égale à 0. Et la somme des courants, donc la somme des I égale à 0, c'est le même principe qu'ici pour les tensions. Donc, je dois choisir le sens positif. Par exemple, c'est le sens entrant, c'est le sens positif. Le courant qui rentre au nœud, c'est le sens positif. Et ce qui sort, c'est négatif. Donc, si j'ai ici un I, donc le grand I, c'est positif. Ensuite, j'ai moins I2, moins I3. Moins I2 et moins I3 égale à 0. On peut voir que ici, le courant délivré par la source est positif et les deux autres sont négatifs. Donc, je peux passer ces deux termes de l'autre côté. On peut dire que le courant de la source égale à la somme des courants, par exemple. Mais ça, on ne peut pas dire le courant de source égale. Dans cette situation-là, j'ai le courant de source. Mais dans d'autres situations, je n'ai pas de courant de source. J'ai un courant qui va traverser le nœud. Donc, je peux dire que les courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc, la somme des I entrants égale à la somme des I sortants. Est-ce que vous avez des questions sur la loi de Kirchhoff? Ouais, c'est comment qu'on fait pour trouver le V1 et le V2? C'est ce que je comprends pas. Le V1 et le V2? Ouais, dans la loi de Maille. Ici, pour le V1 et le V2, vous allez calculer les courants. Donc en combinaison, ça dépend qu'est-ce que vous avez comme inconnu. D'accord? Donc si vous avez le courant ici qui passe dans la résistance R2, donc V1 est égal à la loi d'Ohm directement R2 fois I2 par exemple. Donc vous appliquez la loi d'Ohm. Maintenant, vous n'avez pas le courant, vous pouvez faire le diviseur de tension ici. Donc le V1 ici sur ce circuit là. Donc j'ai le V1 et j'ai le V1 et le V2. Donc je peux avoir ce circuit-là, si je veux calculer le V2, ce circuit-là, il est de cette forme-là. Donc plus, moins, je peux le mettre sous cette forme-là.
Ça, c'est V1. Plutôt V2. Et ça, c'est V1. Donc, c'est juste, j'ai déplacé, j'ai fait une rotation de 90 degrés comme ça, pour ce circuit-là. Donc, ça, c'est R2 et ça, c'est R1. Et la tension au borne de R2 est égale à, ici, on arrive au diviseur de tension. Ok. Et la diviseur de tension, qu'est-ce qu'il dit? C'est V1. V2, si on veut calculer V2. V2 V2 est égal à R, le R2 divisé la résistance totale fois la source de tension. Et si je veux calculer V1? Ce serait V1 est égal à R1 divisé par R1 plus R2 fois la source de tension. Très bien. Est-ce que tu as compris comment calculer? Merci. Donc ça, c'est une méthode. Je ne dis pas que il faut l'appliquer toujours. Donc on peut, si j'ai le courant ici, je peux appliquer la loi d'Ohm. J'ai plusieurs manières de calculer. Donc c'est pour ça qu'on vous donne tous les outils, diviseur de courant, diviseur de tension, la loi d'Ohm, la loi de Kirchhoff, le watt, etc. Et c'est à vous de, lorsque vous comprenez l'application de chaque outil, en analysant le circuit, vous allez appliquer telle ou telle méthode pour résoudre le problème ou bien calculer le paramètre inconnu. Donc, dans une première étape, il faut comprendre les outils et ensuite, en s'exerçant, en faisant des exercices, etc., vous allez s'entraîner à les appliquer. Une fois que vous êtes, c'est-à-dire vous pouvez distinguer c'est-à-dire l'utilisation de tel théorème dans telle situation, vous allez être autonome, donc vous allez développer un réflexe d'analyse autonome. Donc ça, c'est le théorème de Kirchhoff, les diviseurs de tension. Et le diviseur de courant, il dit quoi? Donc, si j'ai un nœud, donc j'ai R1 et j'ai R2 et j'ai un courant I qui arrive ici. Donc, le courant il va se diviser en I1 et en I2. Comment calculer ici I1? Myriam? Est-ce que vous me posez la question à moi? Oui. Pouvez-vous juste répéter la question, s'il vous plaît? En regardant ce schéma-là, je veux calculer le courant qui passe dans I1 et I2. Et vous me demandez comment on le calcule? Calculer I1 et I2. Ben, en fait, on pourrait... Ben, on pourrait le prendre maille par maille, techniquement. Comme on pourrait prendre la première partie à la gauche, donc calculer I1 avec R1, avec la source, et après calculer I2 avec R2 en éliminant R1 et I1.
Si ça fait du sens. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis que pour trouver I1, on fait R2 divisé par R1 plus R2 fois I total. Est-ce que tu peux répéter? I1 égale R2 sur R1 plus R2 multiplié par I total. Et I2? C'est la même chose, mais on inverse le I. Mais c'est I2 égale R1. R1 plus R2 fois I total. Dans le cas du diviseur de tension, donc si je veux calculer la tension au bande de R1 et R2, donc V1 par exemple, au bande de R1, à quoi est égal? Égal à R1 divisé par R1 plus R2 fois le V total. Et le V2? R2 divisé par R1 plus R2 fois le V total encore. Ça, c'est dans le cas d'une de résistance. Si j'ai plusieurs résistances ici, en série, quelle est la règle générale? Est-ce qu'il faut trouver R équivalent? Ouais. La formule d'air équivalence, c'est difficile à vous dire ça comme. Ben, ça dépend. Si c'est en série, c'est. Tu peux faire comme R1 plus R2 plus jusqu'à plus Rn. Okay. Mais si c'est en parallèle, tu fais le 1 divisé par le truc là que vous aviez mis, c'est comme un 3 à l'envers. Ok. Donc, dans le cas de lorsqu'on a plusieurs, donc on doit calculer R équivalent. Donc c'est toujours R1 sur la somme des résistances. Mais est-ce que vous étiez en train de m'entendre? Oui. Ok. Ouais. Donc, la résistance équivalente ici, c'est la somme des résistances. Maintenant, pour le courant, si j'ai plusieurs résistances ici en parallèle, I1, par exemple, qui traverse R1, à quoi est égal? R2 divisé par la somme des courants. Mais la somme des résistants, je veux dire. Je pense que c'est R équivalent. Il faut mettre en haut. 1. R1. Qui dit mieux? Monsieur, vous pouvez juste répéter la question, s'il vous plaît? Lorsqu'on a eu deux résistances, le courant I1 égale à R2 sur R1 plus R2 fois le courant principal. Maintenant, si j'ai plusieurs résistances, cette loi, elle ne s'applique pas. Tu ne peux pas la calculer avec ça parce que tu as plusieurs résistances en parallèle. Donc, il y a une équation qui permet de faire ça.
Au lieu de R2, c'est la résistance équivalente de tous les résistances. OK. Ensuite? Donc, diviser sur R1 plus la résistance équivalente fois le I. Presque. Sur R1 fois I. Donc, résistance équivalente sur R1 fois I. Ça, c'est la règle générale. On va l'appliquer pour deux résistances. On va l'appliquer pour deux résistances. La résistance équivalente de deux résistances, c'est quoi? R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc ici, si je divise R équivalent ça sur R1, ça veut dire sur R1. Qu'est-ce qu'elle va me donner? 1 sur R1 fois R1 fois R2 sur R1 plus R2. R1, il va partir avec R1. Il reste R2 sur R1 plus R2. Donc, on revient à cette équation-là. Donc, ici, ça, c'est la règle générale. C'est R équivalent de tous les résistances sur la résistance qu'on veut mesurer le courant ou calculer le courant. Monsieur, vous voyez pour le diviseur de tension, ça c'est juste s'il y en a deux, c'est ça? Oui. Donc si maintenant on a trois résistances, on ne peut pas utiliser la formule de diviseur de tension? Ici? Non, pour celui en bas, l'exemple que vous avez mis en bas. Non, ici. Ouais. Ici, on a dit qu'on on applique la même règle. Donc, la tension au bord de V1 égale à sa résistance sur la somme des résistances. Pour le diviseur de tension, il n'y a pas de problème. Ok, donc on peut l'utiliser s'il y a plusieurs résistances, c'est ça? Ouais. Ok, merci. Mais là, monsieur, ça se peut que les autres résistances ne sont pas tous en série. Peut-être qu'il y a des résistances... Ça, c'est autre chose. Le diviseur de tension, il est fait pour des résistances en série. Mais si par exemple, dans ce cas, le R1... Si j'ai une résistance en parallèle ici, ouais, et je veux calculer la tension ici, donc je dois calculer la résistance équivalente de ce circuit-là, de ces deux résistances-là. Mais ici, dans ce cas, par exemple, si je veux calculer la tension sur R1... Oui, la résistance équivalente ici, elle ne devient pas la somme des R. Bon. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la somme. Ça se peut que ce n'est pas la somme, c'est la résistance équivalente en réalité. Exactement, la résistance équivalente. Ouais. Donc c'est la somme des résistances parce qu'on parle d'un diviseur de tension, mais si j'ai deux résistances ici, en parallèle, il faut qu'on calcule la résistance équivalente. Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ça va? Est-ce que vous avez fait les exercices que je vous ai demandés? La réponse est non. Je le sais. Vous n'avez pas assez de temps. Et il y a des exercices que j'ai pas compris comment faire. Ah, ça c'est autre chose. On va les comprendre. Mais ce que je vous demande, c'est pas de faire la solution. C'est d'essayer de faire la solution.
Si vous pouvez, tant mieux. Sinon, on va le faire ensemble et on va voir le problème c'est quoi et on va le résoudre ensemble. Mais si vous n'essayez pas et vous ne... Même si vous on donne la solution, ça va être difficile à digérer. Donc, on va faire une petite pause. Essayez de réfléchir à l'exercice 5, page 175, exercice 21, page 180. Donc, après la pause, on va les faire et on va essayer, comme toujours, de choisir quelqu'un pour nous donner la réponse. Donc, à tout à l'heure. On se voit dans 15 minutes.